Bonjour à tous et merci de nous recevoir chez vous pendant ce 6h30. Le chef de l'État est de retour à Abidjan depuis hier après-midi. Il revient du Gabon où il a pris part au New York Forum Africa. La deuxième édition de ce rendez-vous s'est achevée ce dimanche. Le forum a regroupé plusieurs chefs d'État qui ont échangé avec la jeunesse. À son arrivée, le président a été accueilli par le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Le PEMFAR est le cadre de mesure de la performance de gestion des systèmes des finances publiques. Outil de gestion et donc de bonne gouvernance, il a fait l'objet d'une évaluation et les conclusions de ces travaux ont été restituées à travers un atelier organisé par le ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Jean-Jacques Kwame. L'évaluation en 2008 du système de gestion des finances publiques PEMFAR, jugée insatisfaisante par les bailleurs de fonds, est désormais un vieux souvenir. Aujourd'hui, la nouvelle revue du PEMFAR révèle d'énormes progrès et de bons points. Ce satisfecit au regard du représentant du ministre en charge de l'économie et des finances doit être mis à profit pour réformer l'ensemble des finances publiques de Côte d'Ivoire. Pour ce faire, il préconise la mise en œuvre de nouvelles actions en vue d'accroître et de renforcer la capacité des acteurs de la gestion des finances publiques. Ceci dans l'optique de rendre le cadre de gestion des finances publiques de Côte d'Ivoire conforme aux normes internationales. Au nom des bailleurs de fonds, le chef des opérations de la délégation de la Commission de l'Union européenne en Côte d'Ivoire a salué les efforts de gestion des finances publiques de Côte d'Ivoire qui donnent du crédit à la signature de l'État de Côte d'Ivoire auprès des bailleurs de fonds. Rappelons que le PEMFAR est un programme d'évaluation des finances publiques appuyé par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement et plusieurs partenaires au développement. La journée mondiale de l'accréditation a pour but de faire connaître partout dans le monde l'importance des activités liées à l'accréditation. Initialement prévu pour le 9 juin, l'événement a été célébré en Côte d'Ivoire hier à la Chambre de commerce et d'industrie. C'était au cours d'une conférence organisée par le ministère de l'Industrie. Emma Niamia nous en parle. L'accréditation, c'est une procédure par laquelle une autorité reconnaît que des structures de contrôle et les organismes d'inspection et de certification sont compétents pour exécuter certaines tâches dans un domaine donné. L'accréditation de ces structures de contrôle appelées organismes d'évaluation de la conformité sera le passeport qui permettra aux entreprises nationales d'accéder sans contingence aux marchés les plus exigeants comme les marchés européens et américains. La journée mondiale de l'accréditation célébrée ce jour a pour objectif de promouvoir l'accréditation en Côte d'Ivoire et aussi de faire connaître son importance pour l'économie mondiale. Pourquoi c'est important pour le commerce mondial? Parce que les produits que les entreprises fabriquent doivent aller à l'étranger. Et si on n'a pas un fort système d'accréditation ici, c'est-à-dire que les laboratoires, on n'a rien pour prouver que nos laboratoires sont compétents, arriver à destination, les clients sont obligés de refaire les analyses. En Côte d'Ivoire, seulement 5 laboratoires sur la cinquantaine qui existent sont accrédités. Toute chose qui constitue une entrave pour les entreprises nationales pour leur accès au marché international. Un système d'accréditation nationale fort, crédible et intégré au système mondial permet d'accroître et de renforcer la confiance dans les résultats des évaluations faites au niveau national et de réduire ainsi les délais et les coûts. La Côte d'Ivoire aspire à devenir un pays émergent en 2020. Cette volonté impose que les entreprises nationales produisent des biens et services conformes aux normes et règlements nationaux et internationaux. Une recherche vient d'être menée dans des plantations de bananes pour connaître la nature des parasites qui attaquent ces cultures. Les résultats ont été donnés au cours d'une rencontre au plateau. L'initiative est du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA. Serge Blanc, Mamadou Kwasi. En Côte d'Ivoire, la culture de la banane connaît des difficultés qui ralentissent la croissance de ces plantes et la production de la banane de qualité. Le constat est fait par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole, FIRCA. Cette structure a donc mis en mission un comité universitaire de recherche sur la santé des bananiers. Résultat, découverte de parasites. Nous avons fait des échantillonnages de différentes parties malades. Par exemple, nous avons au niveau des feuilles, nous avons des champignons qui sont habituellement connus, des producteurs qui sont Mycosphaerella fuscensis, qui est responsable de ce qu'on appelle la maladie la plus grave, qui est la cercosporose noire.
Mais au-delà de ça, il y a d'autres parasites comme le Detenula torilosa qui provoquent aussi des taches sur les feuilles qui sont mal connues des producteurs. C'est donc pour donner ces résultats aux producteurs et acteurs de la filière banane que se tient cette rencontre. Et les producteurs se disent soulagés car le mal est découvert. Le FIRCA veut contribuer au renforcement de l'économie nationale car la banane demeure l'une des grandes exportations de la Côte d'Ivoire après le cacao, le café et la noix de cajou. La lutte contre la faim est le défi que veut relever le district d'Abidjan. Il vient de lancer avec des partenaires chinois un projet de création de 2000 hectares de riz. Honoré Nanyegori. Wang Wenming, président directeur général de Africa InvestNet, à la tête d'une délégation de spécialistes chinois en matière de riziculture, a visité 3 localités dans la sous-préfecture d'Anyama. Et ce, pour un grand projet rizicole de près de 2000 hectares, initié par le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré Mambé. L'hôte du gouverneur du district dit qu'il compte apporter son expertise et son soutien financier au district autonome d'Abidjan. La vision de riziculture adoptée par le gouverneur Robert Mambé s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de plus de 200 projets jeunes et femmes d'un coût global de 5 milliards de francs CFA à réaliser dans les 13 communes du district d'Abidjan. Ces projets vont créer à la longue plus de 3000 emplois directs et concernent, outre le secteur rizicole, la pisciculture, l'élevage, la production d'attiéké, comme c'est le cas avec l'installation de production d'attiéké frais il y a plus d'1 mois à Songo-Kassamblé. Cette installation marquait le top départ de ce vaste projet. Kofi Nikez, conseiller technique à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Chine, accompagnait cette délégation chinoise en terre ivoirienne. En bref, ce mardi matin démarrent les épreuves orales du baccalauréat 2013 et les épreuves écrites des examens professionnels. Abidjan abrite en novembre prochain la 3e édition du forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement. En attendant cela, le professeur Théophile Ngagne donne dans ce reportage d'Adama Koné les enjeux du colloque international. Encore une autre grande rencontre en terre ivoirienne. Il est question cette fois de l'eau. 1000 gouvernants et experts venant du continent africain et d'autres contrées du monde se retrouvent dans la capitale économique ivoirienne du 21 au 23 novembre prochain dans le cadre du 3e forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement pour tous en Afrique. On va réfléchir sur comment trouver les moyens, les ressources pour combler les grands déficits, le grand besoin en financement que connaît le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. À Ouagadougou, on était 400, à Dakar 600 et en Côte d'Ivoire, on attend 1000 personnes pour ce grand forum. En fait, le choix de faire d'Abidjan la capitale de l'eau, le temps d'un forum n'est pas fortuit. Il relève d'une stratégie. L'élément principal, c'est que l'agence compte sur le leadership du président de la République pour mobiliser ses pairs autour de la question de l'eau et de l'assainissement. Pour une parfaite tenue de ce rendez-vous, une délégation de l'Agence intergouvernementale eau et assainissement, EAA, séjourne à Abidjan du 19 au 21 juin. L'enjeu est de taille, permettre à 50 millions d'Africains d'accéder à l'eau potable à l'horizon 2015. Quelle est la réalité à l'échelle nationale? Au niveau de la Côte d'Ivoire, en matière d'eau potable, on est relativement bien avancé parce qu'on avance, les statistiques nous donnent des chiffres d'autour de 70% de taux d'accès. C'est la question de l'assainissement qui est préoccupante au niveau de la Côte d'Ivoire, à peine 25%. Au terme de la mission conduite par le secrétaire exécutif de l'agence intergouvernementale, Idrissa Doucouré, la mise en place d'un comité national d'organisation et l'adoption d'un plan d'action. À Bouaké, dans le centre du pays, un incendie a ravagé ce lundi une grande partie du marché d'Indigo. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais les dégâts matériels sont importants. Les pompiers ont lutté en vain contre les flammes qui ont réduit en cendres les marchandises des commerçants. Kwadjo Kwame nous en parle. Plus d'une décennie après, ce qui reste du grand marché de Bouaké est parti en fumée cet après-midi. Plus précisément, le marché d'Indigo. La tâche des soldats du feu est rendue difficile dans cette opération à cause des badauds qui profitaient de cette occasion pour voler les articles des commerçants. Le feu se propageait à chaque instant, difficile donc de mettre fin à son élan dévastateur. On ne déplore pour l'instant pas de perte en vie humaine, cependant, les dégâts matériels sont très importants.
Il est encore trop tôt d'élucider l'origine des flammes. Les soldats du feu sont à pied d'œuvre pour circonscrire le feu. Il sera pénible de reconstituer les activités commerciales pour certains commerçants, vu que leurs magasins ne sont protégés par aucune police d'assurance. Dans le reste de l'actualité, les dirigeants du G8, les 8 pays les plus puissants économiquement du monde, se sont réunis à Enskinen, sur les bords du lac Ørn, en Irlande du Nord. Les discussions ouvertes hier se poursuivent aujourd'hui. Au menu, la Syrie. Jusqu'à maintenant, les pays du G8 n'ont jamais réussi à adopter une position commune, la Russie restant l'un des principaux soutiens du régime Assad. Barack Obama est arrivé lundi matin en compagnie de sa femme et ses filles en Irlande du Nord, où il doit participer aux 2 jours de sommet du G8. Cette première journée devrait être consacrée au conflit le plus meurtrier de la planète depuis près de 2 ans et demi, le dossier syrien. Le Premier ministre britannique, hôte du sommet qui partage l'approche américaine de la question, en a fixé l'objectif: faire pression pour la tenue d'une insaisissable conférence de paix et d'une transition politique à Damas. Auparavant, David Cameron avait reçu le président russe Vladimir Poutine au 10 Downing Street, un entretien au cours duquel il a pu évaluer la profondeur du fossé qui sépare Moscou des Occidentaux sur Bachar el-Assad. Pour arrêter le cauchemar syrien, il doit partir. Les nouvelles preuves cette semaine sur l'usage de gaz par le régime contre son peuple rend cela plus clair que jamais. Je crois aussi que si on laisse la Syrie dans une bataille entre un dictateur meurtrier et des extrémistes violents, nous en paierons tous le prix. Face aux Occidentaux qui se disent désormais prêts à armer les rebelles contre les forces du régime soutenues à bout de bras par Téhéran et Moscou, Vladimir Poutine s'est montré inflexible. Je pense que tout le monde sera d'accord sur le fait qu'il n'est pas besoin de soutenir des gens qui non seulement tuent leurs ennemis, mais mangent aussi leur corps et leurs organes en public et devant les caméras. Est-ce cela les gens que vous voulez soutenir? Les gens que vous voulez armer? Pour tenter de sauver l'objectif de Genève 2, le Premier ministre britannique a mis un bémol, affirmant qu'aucune décision de livraison d'armes n'avait été prise pour le moment. Des propos qui laissent entrevoir les difficultés du sommet à trouver une issue et qui accentuent le désespoir d'une population prise entre bombardements aériens du régime et tirs nourris de la rébellion. Et puis, faible mobilisation à l'appel des syndicats en Turquie. Il n'était que quelques milliers à défiler dans les rues d'Istanbul et d'Ankara ce lundi. Les manifestants avaient répondu à l'appel de plusieurs syndicats pour dénoncer la répression des manifestations antigouvernementales qui agitent le pays depuis plus de 2 semaines. Pressé d'en finir avec la fronde, le gouvernement avait menacé plus tôt dans la journée de lundi de réprimer les manifestations des syndicats qu'il a jugées illégales. Et puis cette information pour terminer, scène de chaos dans la nuit de lundi à mardi à Rio, au Brésil. Des policiers anti-émeutes ont dispersé des manifestants violents qui ont pris d'assaut le siège du gouvernement de l'État de Rio. Ces heurts sont survenus quelques heures après le rassemblement de près de 100 000 personnes en colère contre les augmentations de la vie courante et les dépenses liées au Mondial 2014. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1. L'info continue sur le www.rti.ci.